L'histoire de la miniature, par exemple, j'ai une miniature de la reine Marie-Amélie, une miniature qu'elle avait offert à son mari, Louis-Philippe, le roi des Français, et à l'arrière, il y a noté: «Puissions-nous nous aimer toujours comme nous nous aimons à présent». C'est fantastique, c'est toute une histoire. Chaque objet d'art a une histoire à raconter, une histoire qui devient mythe, un mythe qui devient légende. Bienvenue dans Rosso Antico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Ici, vous entendrez les voix de celles et ceux qui le font vivre. Galeries, experts, collectionneurs, maisons de vente. Partez pour un voyage unique, où la tradition et le savoir-faire riment aujourd'hui avec l'innovation digitale et technologique. De nouveaux enjeux rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Venez avec moi, je suis Borna Scognamiglio et ça, c'est Rosso Antico. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rosso Antico. Vous avez été très nombreux à écouter l'épisode de la semaine dernière qui inaugurait notre troisième saison et ça fait vraiment plaisir. J'en profite pour vous inviter à vous abonner et à noter le podcast en laissant un petit commentaire sur votre plateforme de podcast préférée, car ça nous aide énormément pour donner de la visibilité à Rosso Antico. Voilà. Et maintenant, je suis très heureux d'accueillir notre nouvel invité, Jean-Cyril Boutmy. Bonjour Jean-Cyril, Bonjour Borna. comment allez-vous? Eh ben, très bien, merci et vous? Eh bien écoutez, je vais très bien et je suis vraiment très content de vous avoir Jean-Cyril avec nous aujourd'hui pour parler de votre carrière, de votre parcours et surtout pour parler d'un projet qui est celui de Paul Bert Serpette, n'est-ce pas? Mais avant tout ça, comme la tradition le veut, Jean-Cyril, je vous demande de vous présenter. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, Jean-Cyril Boutmy, j'ai 58 ans, je suis plutôt entrepreneur et également collectionneur. Voilà, j'ai créé ma première entreprise à 18 ans. Ensuite, à 23, j'ai créé Studirama. Studirama, c'est un groupe de médias spécialisé dans l'orientation des jeunes. J'ai toujours aimé travailler pour des choses qui ont du sens. L'orientation des jeunes, ça a beaucoup de sens. Et lorsque j'ai souhaité développer d'autres activités, j'ai eu la chance de croiser les équipes du duc de Westminster, qui était propriétaire à l'époque de Paul Bert Serpette. Ils étaient vendeurs et donc j'ai eu la chance de pouvoir l'acquérir et je crois que c'est pour cette raison que vous visitez aujourd'hui. Tout à fait. On va bien éplucher votre histoire, justement, d'entrepreneur, plutôt, côté marché de l'art, même si, l'orientation scolaire et l'éducation, sont des domaines tout aussi, nobles et intéressants. Et je voulais juste, vous demander donc, pourquoi se lancer, dans l'art, dans Paul Bert Serpette, qu'est-ce qui a suscité votre intérêt, en fait, pour l'art? Est-ce que c'est quelque chose qui remonte à il y a longtemps? Oui, ça remonte à longtemps. J'ai toujours, enfin, c'est familial. Depuis mon plus jeune âge, j'ai fréquenté les antiquaires, les salles des ventes, les puces. J'ai toujours eu une attirance pour les arts décoratifs, pour l'histoire qui se cache derrière les objets. J'ai, par exemple, collectionné les guides Michelin parce que c'était le premier gratuit qui existait et lorsque j'ai lancé Studirama, j'avais un journal gratuit qui s'appelait Jeune à Paris et cette histoire, des objets m'a fait passionner pour d'autres choses et pour d'autres types d'antiquités, qu'elles soient classiques ou plus récentes. Et c'est cette fréquentation de Paul Bert Serpette qui m'a fait connaître ce lieu. J'ai appris les déboires qu'il y avait avec le précédent propriétaire. On en parlera peut-être un petit peu plus tard et voilà et puis j'ai acquis ce lieu, voilà. Excellent. Et donc, là, aujourd'hui, on fête, si je ne me trompe pas, les 10 ans depuis la reprise, de Paul Bert Serpette, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Ça fait en effet 10 ans que j'ai racheté ce lieu. Alors c'est un lieu que j'adore, c'est un lieu d'échange, c'est le plus grand marché d'antiquités au monde. Ça c'est déjà c'est ça qui est important, qui est lui-même situé dans le plus grand rassemblement d'antiquaires au monde que sont les puces de Paris-Saint-Ouen. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de promenade, c'est un lieu de découverte. Alors depuis 10 ans, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose, ça a déjà été de pacifier les relations entre le propriétaire,
du lieu et les marchands, puisque lorsque j'ai racheté Paul Bert Serpette, sur 400 marchands, il y avait à peu près 200 procès. Heu, voilà, donc c'était très judiciarisé pour tout un tas de raisons. On va pas s'étendre là-dessus, mais la première chose, c'était de pacifier pour que les marchands puissent fonctionner, puissent travailler en toute sérénité. Ensuite, ça a été de travailler l'écrin, c'est-à-dire faire certains travaux de mise en valeur du lieu. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de travaux faits sur ce lieu. Paul Bert Serpette, finalement, c'est le rassemblement de 2 marchés. Paul Bert, qui a été créé en 1946, au lendemain de la guerre, et qui est à découvert, et Serpette, qui est un ancien garage Simca, qui est accolé à Paul Bert et qui a été, transformé en marché dans les années 70. Aujourd'hui, les 2 marchés communiquent l'un avec l'autre, et donc depuis 46 ou depuis 70, il y avait quelques travaux, mais pas de travaux d'envergure, et c'est ce que j'ai souhaité faire pour travailler l'écrin, pour mettre en valeur déjà les objets qui s'y trouvent. Ensuite, il a fallu, travailler l'offre, je dirais, mais ça, c'est permanent puisqu'il y a toujours des marchands qui partent, donc il y a d'autres marchands qui arrivent. Il faut sélectionner les meilleurs marchands parce que, bien évidemment, un marché, ce sont les marchands qui le font. Donc sélectionner les meilleurs marchands, avoir une offre, hétérogène, ne pas subir, ou succomber aux tendances puisque les tendances évoluent. Voilà, et puis mon objectif, et puis bien sûr, surtout apporter des services, du stockage, des showrooms parce que les stands sont petits, donc il faut avoir des showrooms à côté, avoir des transporteurs, mettre en place de la communication, avoir des restaurateurs. Alors plusieurs types de restaurateurs, les restaurateurs pour les objets et puis les restaurateurs pour se nourrir puisque je vous disais c'est un lieu de promenade, mettre en place l'événementiel, et mon objectif à terme, avant on commençait aux puces. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que ça soit un aboutissement. Ça l'est déjà de plus en plus pour les marchands, car on a un public absolument incroyable de collectionneurs, d'antiquaires, de décorateurs du monde entier, un public qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. Excellent, excellent. Merci beaucoup pour, cette, description, ce récit, c'est vrai que c'est passionnant, surtout qu'on découvre en fait que les puces et pour le berserpète en fait, à son intérieur, c'est un écosystème entier comme vous le décriviez, qui est fait, de plusieurs entités. Alors bien sûr au centre, il y a les marchands. Je voulais donc, vous avez mentionné, la partie, sélection, le renouvellement, comment ça se passe en fait aujourd'hui? C'est-à-dire que, l aussi pour notre public, un peu plus néophyte, qui ne s'y connaît pas encore, beaucoup de ce modèle, aujourd'hui en fait un marchand qui souhaiterait rentrer au puces et notamment chez Paul Bert-Sapet, il doit déposer une candidature et ensuite il y a un modèle, de loyer tout simple, un partage de royalties, entre vous et eux sur leur vente. Comment ça se passe? Si vous pouviez juste nous expliquer un petit peu. Oui, tout à fait. Alors je dirais que c'est le modèle, c'est comme un grand magasin, heu, mais spécialisé sur l'art. Donc nous avons des corners qui sont mis à la disposition des marchands. Alors, comme je vous disais, il y a des marchands qui s'en vont, donc ils peuvent laisser la place à de nouveaux marchands. Donc un marchand qui, souhaite s'installer, il pose une candidature. Alors le modèle lui-même, c'est du loyer parce que les marchands sont très, comment dirais-je? Très jaloux, de leur comptabilité, ce qui fait qu'il n'y a pas d'intéressement sur les ventes parce que ça serait trop compliqué à faire. Heu voilà, donc c'est pas dans les gènes, donc c'est pas comme ça. Il y a pas de partage. En revanche, je dirais que c'est un peu tout comme puisque, notre objectif c'est d'être plein, d'avoir une offre, maximale, et dans ce cadre-là, il faut que nous ayons des marchands heureux, il faut que ayons des marchands qui fassent des affaires, donc on est là pour les épauler. Tout à fait et pour, continuer dans ce sillage, justement si on regarde aujourd'hui le marché, de l'art, heu, de gré à gré, donc disons les galeries, notamment les galeries, classiques qui ont pignon sur rue, aujourd'hui, en fait, quelle est la différence substantielle entre, un marchand qui souhaite,
démarrer par exemple au puce, plutôt que, de manière autonome? Je pense pas que ce soit juste une question de qualité, n'est-ce pas? C'est aussi une stratégie différente, un public différent, peut-être? Oui, alors c'est un public, différent, pas obligatoirement. Je pense que tous les amateurs se rendent aux puces et ceux qui ne s'y rendent pas, parce on peut avoir une image de ce que c'était il y a 20 ans, 30 ans, une image pour les Français qui connaissent et plutôt les Parisiens qui connaissent, Saint-Ouen et la réputation insécuritaire et autres qui n'est pas réelle d'ailleurs parce que de nombreux progrès ont été faits depuis certaines années, donc c'est un lieu tout à fait sûr. Donc il y a beaucoup de gens qui ont peut-être tendance à ne pas y aller, donc je les incite à y aller, venir redécouvrir et c'est un lieu c'est un lieu de promenade, je vous le disais, un lieu d'échange. On y va sans savoir ce qu'on va trouver. C'est ce qu'on appelle chiner de toute façon et c'est vrai que c'est une approche certainement différente d'un marchand qui s'installe tout seul dans une galerie, bien que on a de moins en moins de marchands qui sont seuls et on a de plus en plus de quartiers quand même le marchand à la campagne qui était tout seul n'existe plus aujourd'hui. On a besoin d'avoir, plusieurs, marchands, pour se déplacer dans un lieu, voilà. Et là, l'endroit où il y en a le plus, bah, c'est les puces de Saint-Ouen, avec des marchés qui sont différents. Il y a Paul Bert-Serpette, bien évidemment, mais il y a Biron, il y a Vernaison, il y a Dauphine, il y a Malassis, il y a, des boutiques dans les rues et donc chacun peut y trouver un petit peu ce qu'il recherche. OK, on reviendra aussi peut-être sur la manière dont on peut, innover aussi dans ce secteur, d'un point de vue digital éventuellement, mais on y reviendra. Vous qui provenez aussi donc, par Sulyrama quand même, les plateformes digitales, donc j'imagine que vous avez aussi quelques idées, pour développer, ce côté-là. Mais tout d'abord, je voulais demander, est-ce que dans votre expérience, de ces, 10 dernières années. Hem, Avez-vous, l'histoire de, 2 objets mémorables qui, en fait, sont passés par, Paul Bert-Serpette et qui finalement, ont fait, je dirais pas peut-être la une dans les journaux, mais quand même qui ont quand même suscité de l'intérêt, par le secteur du marché de l'art, en termes de, beauté, ou de prix réalisés même? Oui, alors, ce qui est clair, c'est que je suis souvent enfin, ce que j'aime dans mes métiers, c'est les rencontres parce que c'est par les rencontres qu'on apprend en permanence des choses. Donc je vais souvent, entre autres dans les salons, d'antiquaires, que ça soit à Bruxelles, que ça soit à la TEFAF et autres et il est clair, ou que ce soit à Fine Art Paris, il est clair qu'un certain nombre d'objets, heu, viennent des puces. Et j'ai l'exemple d'un objet qui a été acheté par, 2 marchands de Paul Bert qu'ils ont acheté, 3 000 €, qu'ils ont vendu, 600 000 € en salle des ventes. Donc ça, c'est vraiment les belles histoires des antiquaires. Mais bon, c'est pas monnaie courante, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, heu, avec 400 marchands, on a 400 paires d'yeux différents et il trouve en permanence des pépites, que ça soit en salle, au vu de tous, parce que c'est un marché de toute façon de la connaissance. Donc c'est celui qui connaît, qui peut acheter aussi bien en salle des ventes qu'à son voisin un objet que ce voisin ou l'expert en salle des ventes n'aura pas identifié comme il fallait. D'accord et donc, est-ce qu'il y aurait pas une sorte de compétition ou dans cette, chasse au trésor, entre marchands, c'est-à-dire que: «Ah tiens, moi je t'achète ça à à 3 000 € et après en fait parce que je sais que ça peut valoir, jusqu'à 600 000». Est-ce que c'est des mécanismes, un peu implicites, mais où dans lesquels chacun, rêve, de trouver un peu la pépite, cachée? Oui, chacun rêve de trouver la pépite cachée, mais plus couramment, les marchands ont comment dirais-je, ont créé des relations avec leurs clients, alors que ce soit des clients qui soient marchands eux-mêmes ou que ce soit des clients collectionneurs, parce qu'ils échangent, parce qu'ils ont des goûts communs.
Ce qu'on va trouver aux puces pour un collectionneur, c'est qu'il va, il va découvrir des marchands qui l'intéressent, et puis d'autres qui ne l'intéressent pas, bien évidemment, question de goût. Et ceux qui l'intéressent, ils vont au bout d'un certain temps acheter une première pièce, peut-être une deuxième, établir une relation de confiance. Pour cela, faut vendre à un bon prix, faut faut expliquer, faut conseiller, faut éventuellement conseiller à son client d'acheter quelque chose chez un autre marchand, pourquoi pas? Ou même en salle des ventes si ça passe. Parce que pour un collectionneur qui est pas avisé, acheter en salle des ventes, c'est quand même pas facile. Donc voilà, et donc plus couramment, c'est plutôt un marché où on va acheter, on va revendre avec une marge convenable et on va mettre en place des relations avec ses clients, voilà. Absolument et après ce que j'aime aussi, c'est justement ce côté expérientiel dont vous parliez. En fait, c'est l'expérience des puces, l'expérience pour le Berserpet. C'est-à-dire que la beauté, des salons, les foires, quand moi j'arpente les allées, c'est justement de pouvoir se retrouver dans un monde où on peut toucher à plein de secteurs et je pense qu'en fait, les puces, c'est un peu un l'archétype du salon dans lequel vous pouvez trouver une concentration inouïe d'objets, d'époques, d'histoires, toutes réunies et c'est ça aussi la beauté, d'un lieu, tel que les puces, n'est-ce pas? Ah bah, ça, c'est clair, parce que c'est vrai que quand je me promène sur un certain nombre de salons, je me dis: «Oui, mais les puces, on n'a rien à envier à ces salons». Au contraire, par la multitude de ce qu'on y trouve, et puis c'est un salon, je dirais, chaque semaine, et c'est vrai que Studirama, mon métier, c'est d'organiser une centaine de salons par an sur l'orientation des jeunes, et là, au plus, bah, c'est 50 salons par an, 50 salons d'un week-end où il y a des nouveautés et où il y a un choix absolument extraordinaire et où on peut faire des affaires parce que ce ne sont pas les prix, qu'on voit chez les grands marchands ou dans les grands salons. Voilà. Absolument et et je voulais donc, vous demander, par rapport, justement, à Studyrama et les salons, hem on parlait d'innovation digitale. Est-ce que vous avez, une branche de votre activité qui prévoit aussi justement de pouvoir innover dans ce domaine? C'est-à-dire, donner plus de visibilité aux marchands, avoir une présence, en ligne, les accompagner, les aider? Hem, où est-ce qu'on en est en termes de digitalisation, de numérisation, des puces, de Saint-Ouen selon vous? Moi, je crois fortement à la complémentarité entre le digital et le présentiel. On nous prédit, depuis les années 2000 que le présentiel va être fini. Non, au contraire, pendant le covid, on nous a dit: «Ça y est, c'est terminé, on fait tout en digital». Nous-mêmes, sur Studirama, pendant 18 mois, on n'a pas pu organiser un seul salon. Donc qu'allait-il se passer à la réouverture? Eh bien, on a eu plus de visiteurs qu'on en avait avant. Les gens ont besoin de ça. Donc le digital est fondamental parce que ça nous permet de toucher instantanément une clientèle dans le monde entier qui ne passe pas obligatoirement sur le stand, bien évidemment. Alors pour Paul Bert Serpette, bah, ça nous permet d'avoir une communication mondiale à des coûts largement inférieurs à ce que ça coûterait si on devait acheter des pages de pub dans l'ensemble des magazines dans le monde entier, je dirais. Voilà, donc par exemple, notre compte Instagram qui est l'un des plus gros comptes, toutes salles des ventes, Drouot, Sotheby's, Christie's, et cetera. En France, oui, oui, tout à fait, on a le plus gros compte, donc ça nous permet de communiquer en permanence et d'être au contact en permanence, dans le monde entier, aussi bien aux États-Unis, en Asie, en Amérique du Sud. Et puis, quant à nos marchands, eh ben, nous les épaulons, nous les aidons, pour ceux qui en ont besoin. Il y en a qui sont tout à fait, au fait de tous ces outils, et nous les aidons bien évidemment, ceux qui en ont besoin, pour être présents sur Instagram, pour développer leur compte, pour prendre les photos qu'il faut, pour faire les légendes qu'il faut, pour rester en contact avec leurs clients. Voilà, donc d'un côté, on reste en contact permanent et de l'autre côté, on vient sur le marché. Très bien, ça me semble très bonne, synthèse, effectivement. Hem, Jean-Céline, je voulais aussi vous demander, d'un point de vue plus général, collectionner de l'art aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce que cela représente pour vous? La notion de collectionnisme, est-elle,
universel ou individuel selon les goûts et les intérêts de chacun? Est-ce que, vous pourriez, un peu nous donner, votre point de vue? Alors oui, je pense qu'il y a plusieurs façons de collectionner. Alors ce dont on parle beaucoup, heu, c'est de l'art contemporain, de l'écosystème qui tourne autour, des plus-values, de tout ça. Bon, je ne sais pas si c'est collectionner de l'art ou si ça fait partie d'un système, enfin de l'écosystème financier, mais heu, je j'irai pas sur ce terrain-là parce que ce n'est pas celui qui m'intéresse. Je pense que l'art, ce n'est pas uniquement de l'argent qui va en face d'un objet. Voilà, donc ensuite, il y a les profils. Pour moi, ce qui est important, c'est de collectionner, d'acheter un objet et d'en profiter chaque jour, de le voir, de connaître l'histoire qui est derrière. Alors ça peut être multiple, c'est l'histoire de son acquisition, parfois même, c'est l'histoire de l'objet lui-même ou de ce qu'il reflète. Par exemple, un portrait. Alors j'ai mis du temps à aimer la peinture. J'étais plutôt 3D, j'étais plutôt sculpture et je me suis mis à la peinture et c'est vrai que vous achetez un portrait de famille, du 17e et vous voyez, un homme fier de présenter sur le tableau sa femme, son fils. Il y a toute l'histoire qui va derrière. L'histoire de la miniature, par exemple, j'ai une miniature de de la reine Marie-Amélie, une miniature qu'elle avait offert à son mari Louis-Philippe, le roi des Français et à l'arrière, il y a noté: «Puissions-nous nous aimer toujours comme nous nous aimons à présent». C'est fantastique, c'est toute une histoire. Alors la miniature a disparu au moment où la photo est arrivée, puisque c'était plus simple de prendre une photo de l'être aimé que de se le faire dessiner. Le mobilier, c'est pareil, c'est l'histoire de l'artisan qui est derrière, c'est l'histoire de le mobilier, par exemple, de la seconde partie du 19e orientaliste avec Édouard Lièvre et cetera, cette histoire de dragon et tout, c'est finalement on voyage avec le mobilier, voilà. Donc ça, pour moi, c'est ça la collection, c'est en profiter, le regarder et imaginer tout ce qui va derrière. Ah super, ouais et effectivement, chaque objet a une histoire à raconter. C'est notre mot-clé de du podcast, donc je peux pas, vous contredire, hein. Et et j'avais une question, donc selon vous, le marché aujourd'hui, comment, a-t-il évolué ces dernières années? Est-ce que vous y voyez une tendance? En termes aussi de clientèle, pour si on parle plus précisément, des puces et de Paul Bert-Serpette, c'est-à-dire est-ce que vous voyez aussi un public, plus international? Heu, de quel continent? Est-ce que l'Asie, a pris une belle part de marché, en termes de clientèle? Donc est-ce que vous de votre point de vue particulier, mais aussi général, quelles sont selon vous, les grandes évolutions? Alors oui, alors il y a 3 grandes évolutions, je dirais. Il y a le goût, il y a le numérique dont on a déjà parlé et puis, il y a le type d'acheteur. Donc les goûts, on a évolué, du, classicisme, enfin du goût classique vers le 20e. Aujourd'hui, on est plutôt sur le mélange, donc ça, je trouve ça très intéressant. Ensuite, le numérique, on en a un peu parlé et puis sinon, bah, pour les acheteurs, à la fin du 19e siècle, heu plus de 50 du marché international était en France, s dans les maisons de vente, par exemple. Aujourd'hui, ça a évolué tout simplement parce que les pouvoirs d'achat, avant l'Europe était le continent le plus riche du monde, enfin le plus riche. Au 20e, c'est devenu les États-Unis, donc le marché s'est déplacé là-bas et chaque jour, dans le monde entier, on a des nouvelles personnes qui s'enrichissent, qui et qui s'intéressent à l'art et aujourd'hui, c'est vrai que les puces, bon, ça fait longtemps il y a des Américains, mais aujourd'hui, on a des Brésiliens, on a beaucoup d'Asiatiques, on a des Chinois, on a eu des Russes, on en a un petit peu moins actuellement, bien évidemment. Donc c'est un marché avec des acheteurs qui s'internationalisent, tout à fait. Très bien et en termes de défis, si vous étiez, un marchand aujourd'hui, selon vous, quels seraient les plus grands défis, de notre époque, notamment dans une conjoncture comme, celle d'aujourd'hui? Aujourd'hui, comment vous vous sentiriez? Vous vous sentiriez, très optimiste ou, attentif?
Bon alors, déjà je suis un entrepreneur, donc je suis optimiste par nature. Maintenant, ce qui est important, c'est d'être en permanence à l'écoute de l'évolution des marchés, mais ça, c'est dans tous les métiers. Je reprendrai l'exemple de Studirama dans les années 2000. Enfin, en 2000, on faisait 100 de notre chiffre d'affaires en presse. Aujourd'hui, c'est 1. Donc on a dû évoluer. Sur le marché de l'art, c'est pareil. Il y a eu bien évidemment les tendances, enfin tout ce qui est lié au numérique. Donc un marchand, il doit être absolument présent sur le numérique, que ça soit, Instagram pour lui. Qu'il ait un site ou pas, je pense que c'est un minimum, mais à la limite, c'est pas trop le sujet. Je pense qu'il doit être aussi, client de certaines plateformes comme Proantique, par exemple, pour un marchand de classiques. Et puis, il faut avoir un lieu physique, comme les puces, par exemple, pour pouvoir avoir une relation, en vis-à-vis et puis pouvoir inspirer confiance, savoir qu'on peut vous trouver à un endroit, voilà, donc ça, c'est important. Les plus grands défis ensuite, c'est, de trouver la bonne pièce au bon prix et ça, je dirais que ça n'a pas obligatoirement, changé et ce qu'il faut, c'est avoir un goût, le faire partager. Heu, développer des relations de confiance avec ses clients, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Le plus grand défi aussi, mais ça, c'est pour tout le monde, c'est finalement, de transmettre ça aux générations futures. C'est exactement ça, parce que, justement, je voulais aller vers la fin de notre interview. En fait, j'ai un peu, exprès mélangé les questions parce que je voulais, venir, en fait, à l'essence même de votre métier aujourd'hui chez Paul Persafet et justement, comment aujourd'hui on peut, continuer à faire, rêver les gens, les immerger, dans l'histoire de l'art et peut-être aussi donc, développer dans les nouvelles générations de l'intérêt pour, un domaine qui parfois peut paraître un peu, poussiéreux ou lointain ou, quelque chose de niche pour des fins connaisseurs, mais qui, mériterait d'être, très proche, pour ses valeurs, pour l'histoire qui est juste derrière tous ces objets à des générations qui aujourd'hui sont parfois un peu en perte, de sens, et en perte de repères. Alors, j'ai 5 enfants avec tous des caractères différents, des comportements différents, des appétences différentes. J'en ai qui aiment venir aux puces, j'en ai qui n'aiment pas venir aux puces. Mais, je me rends compte que tous, ils ont une sensibilité finalement à l'art, même si, ils montrent, un désintérêt apparent. Voilà, donc ça c'est très intéressant. J'ai une de mes filles, l'autre jour, je parlais avec elle et elle m'a parlé des tableaux, comme j'aurais jamais cru qu'elle eût pu parler, voilà, donc il se cache toujours quelque chose. Cette appétence, elle existe, il faut la développer. Alors peut-être qu'il y a un atavisme familial, bien évidemment. Maintenant, c'est par la communication, je pense, grâce à vous, grâce aux journalistes, grâce aux articles que l'on a, c'est faire parler des puces et de faire venir des nouvelles générations qu'ils découvrent, qu'ils se promènent et ils trouveront toujours quelque chose et je conseillerais de venir et de sans avoir d'idées préconçues parce que si on veut chercher tel ou tel objet, on ne le trouvera pas obligatoirement. Mais l'autre jour, chez un marchand, il y avait une collection de champignons en plâtre qui venait d'une faculté, par exemple. Personne ne va vouloir, acheter le matin une collection de champignons, mais pourtant il y a quelqu'un qui l'a acheté, qui l'a mis chez lui parce que ça fait partie d'un cabinet de curiosité, c'est des choses, voilà. Donc il faut venir, il faut découvrir et c'est comme ça qu'on aime, qu'on apprendra à aimer. Et ben, moi, je trouve, ça, une excellente phrase pour, conclure, notre interview, Jean-Cyril. Parce que je suis convaincu que, oui, c'est par, le fait de raconter des histoires, mais aussi savoir toucher, au plus profond de l'âme de toute personne, en fait, il faut savoir, aussi, bien le communiquer et j'invite, toutes et tous à se rendre au Puce à Saint-Ouen. J'ai été, récemment et c'est juste un endroit incroyable. Donc, vraiment,
vous pourriez y passer des semaines, voire les 52 semaines de l'année, et c'est un salon à chaque fois. Je voulais vous demander, Jean-Cyril, aussi, si vous avez une lecture qui a le monde de l'art comme protagoniste, que vous souhaiteriez recommander à notre public. Une lecture savante ou peut-être juste de vulgarisation qui vous a vraiment, qui vous semble digne d'intérêt. Alors, oui, j'en ai même 2 qui sont d'une approche différente. La première, c'est l'histoire de Gustave Caillebotte qui a été écrit par l'une de ses descendantes et c'est très intéressant parce que ça nous livre l'histoire de l'impressionnisme, de ce style de peinture qui a eu beaucoup de mal à s'imposer. Gustave Caillebotte était un peintre, mais c'était aussi une famille de banquiers, donc c'est lui qui a soutenu un certain nombre d'artistes. À un moment où ils n'arrivaient pas à vendre leur peinture et aujourd'hui, ça atteint des sommes considérables et du coup, je dirais que c'est le fait pour certains collectionneurs d'avoir loupé cette tendance est resté dans les gènes et aujourd'hui, ça peut donner les excès qu'on connaît sur certaines choses où les gens se précipitent en disant: «C'est merveilleux», alors que ça n'a aucun intérêt. Donc il faut toujours, il faut faire attention, c'est ce qu'on disait peut-être un peu tout à l'heure, il faut faire attention et l'art, ce n'est pas que l'argent qui est en face. Voilà, même s'il y a des belles histoires comme les impressionnistes. Voilà, c'était un livre très intéressant et puis sinon le dernier livre que j'ai lu, qui n'est pas vraiment en relation avec le marché de l'art, mais c'est le dernier des Condé et c'est bien évidemment l'histoire de Louis de Condé qui, est le père du duc d'Enghien, qui était le dernier de cette lignée, qui a désigné comme héritier le duc d'Aumale, fils de Louis-Philippe, heu et qui a fait ce qui est Chantilly aujourd'hui, ce merveilleux musée qu'il faut connaître. Voilà, donc deux lectures intéressantes. Excellent. Et dernière chose, Jean-Cyril, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, à laquelle vous souhaiteriez répondre? Une question bonus. Une question bonus, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Non, je pense que, non, 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 on a fait un tour très très intéressant, et vous auriez pu me parler, par exemple, d'une journée type, en tant que patron de plusieurs entités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors j'ai pas de journée type excepté que je commence tous les matins par faire un peu de sport, un petit footing et tous les vendredis matins, je suis au puce pour faire un point avec ma directrice. Mais c'est vrai que, étant donné que je m'occupe d'orientation des jeunes, bah, j'ai toujours envie de donner des conseils et ce qui est important, c'est de faire des rencontres, donc j'essaie de rencontrer, d'aller sur les salons, d'aller en salle des ventes, d'aller rencontrer pour écouter, pour comprendre, pour apprendre et puis pour être, à l'écoute des évolutions et pour sentir les tendances. Voilà. Super. Jean-Cyril Boutmy, merci beaucoup pour votre présence sur Rosmantico. Je suis sûr que c'est un épisode qui va intéresser énormément de nos auditeurs. Et je vous dis à très bientôt. Ben, merci beaucoup Borna et à très, très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rossantico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rossantico est un podcast produit par Winkelmann & Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.